Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo, une vidéo qui devrait donc être la première d'une suite de 4 ou 5 ou plus de vidéos, dépendamment de où est-ce que je me rends à la fin. Si j'ai bien suivi l'échéancier que je m'étais imposé, vous auriez dû recevoir un document dans lequel figure donc l'installation de Python ainsi que Visual Studio Code. Donc c'est important que vous ayez suivi et que si vous avez des questions, vous me les posiez. Parce que, eh bien, pour ce deuxième module, on va passer donc. Tout d'abord, je vais faire une petite introduction de Visual Studio Code pour ceux qui sont nouveaux à ça. Et puis, je vais aussi parler des data types. Donc, ils sont assez utiles dans les langages de programmation en général, mais un peu moins Python, mais il faut bien les comprendre tout de même pour pouvoir facilement comprendre la suite. J'espère que vous serez intéressé. Mon visionnage. Donc, j'ai ma caméra ici, j'ai la vidéo de ce côté. C'est parti. Donc bonjour, bon trêve de bavardage, j'ai déjà fait une introduction. Alors tout d'abord ici on voit que sur le menu, si pour la première fois vous ouvrez Visual Studio Code, donc vous devriez voir apparaître ce menu. Ensuite donc vous pouvez sélectionner New File, donc ça va vous donner un nouveau fichier, et ici vous pouvez entrer votre langage. Donc par exemple, dans notre cas on va choisir Python. De même, il est important de sauvegarder ce fichier parce qu'on ne veut pas le perdre. Donc je vais le sauvegarder à la place de ça. Voilà. Deuxièmement, on ne peut pas tout de suite commencer à écrire du code. On ne peut pas directement écrire parce qu'il faut ici, en bas à gauche, si vous voyez bien, c'est écrit Select Python Interpreter. C'est très important. Et ici, il devrait y en avoir un qui est recommandé. Donc moi, je vois que lui, c'est celui qui est recommandé, même si je ne sais pas pourquoi. Bon, on va juste prendre le plus simple. Le plus simple, voilà. Et là, pour tester, vous devriez pouvoir écrire print, le classique, voilà. Si je sais comment écrire Hello World. Et ici, donc, il y a le petit bouton Run. Et donc, vous devriez pouvoir faire fonctionner le code. Et vous voyez ici que ça devrait apparaître. Par contre, pour certains autres, il faudra que vous sélectionnez Run Python File. C'est la même chose. Vous voyez que ça va run ici Hello World. C'est juste que c'est moins coloré que le mien, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Hello World. Sinon, si ça ne fonctionne pas, vous allez sur Edge ou sur Google, et pour le temps qui reste, parce que il y a probablement un problème avec votre interpréteur, dans le cas où moi j'ai besoin de vous aider, donc vous venez me contacter, vous me dites ça n'a pas fonctionné. Et en attendant, vous pouvez aller sur ce site web donc, qui est OnlineJDB, donc j'ai ouvert assez de fois, onlinejdb.com. Et ça vous permet simplement, si vous choisissez un langage, et c'est un bon site web en général, si vous voulez simplement programmer et que vous ne voulez pas créer un nouveau fichier par exemple, vous sélectionnez le langage, c'est assez important, donc il y a tous les langages encore une fois, Python 3, et vous n'avez pas besoin de préparer quelque chose, vous pouvez simplement écrire print hello world. Donc, c'est important, n'oubliez pas les guillemets, n'oubliez pas les guillemets simples, ou doubles, on va voir plus tard pourquoi, et ensuite ça devrait fonctionner si mon ordi ne tourne pas trop lentement. D'accord, ça ne fonctionne pas. Intéressant. Oh, je sais pourquoi. Voilà. Donc, mettez des guillemets doubles. La leçon du jour. Donc, sinon, ça devrait fonctionner ici. Donc ça, c'est dans le cas où ça ne fonctionne pas sur Visual Studio Code. Bon, alors j'aimerais tout d'abord immédiatement commencer par ma chose favorite sur Python, qui sont les commentaires. Un commentaire, c'est tout simplement, je vais vous montrer, par exemple ça. Ici, la couleur déjà est différente parce qu'un commentaire, c'est une ligne de code que l'interpréteur ne va pas lire. Donc tout d'abord parce que Python, lorsque en fait vous écrivez du code, vous écrivez simplement des lignes, c'est comme un texte. Vous écrivez un texte et ensuite la personne qui va le lire, c'est votre interpréteur, donc Python. Dans ce cas-ci, dès qu'il voit un hashtag, en français je ne sais pas le terme, dès qu'il voit un hashtag, il va simplement ignorer la ligne au complet. Donc par exemple, si je run ce programme, donc si je fais fonctionner ce programme, vous allez voir, ici il y a Hello World qui va apparaître, Hello World qui était la première chose que j'ai imprimée. Ensuite il va ignorer cette ligne, il va aussi ignorer cette ligne, même s'il y a une fonction print ici, il va l'ignorer, et il va continuer avec cette prochaine ligne, donc ceci n'est pas un commentaire. Et c'est là que ça va apparaître. De même, donc j'aimerais vous expliquer ce qui se passe.
Lorsque Python voit la fonction print, il prend ce qu'il y a à l'intérieur, donc avec des guillemets doubles ici. Ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est ce qu'on appelle un string. Il va imprimer ça dans ce qu'on appelle ici le terminal. Et donc, ou le output. C'est ces deux termes qui désignent la même chose à notre niveau. Une autre petite précision, une autre petite précision qui est assez importante, Python, comme un texte en français par exemple, il prend en compte les alinéas. Dans le sens où vous pouvez écrire un texte comme ça, mais comme en français, si vous commencez au milieu d'un texte hasardeux par un alinéa ici par exemple, déjà Visual Studio Code est assez intelligent, il vous donne une barre soulignée pour vous dire qu'il y a une erreur. Mais par exemple, si j'essaie de faire fonctionner ce programme, je vois qu'il y a une erreur unexpected indent parce que Python fait vraiment attention. Donc les alinéas, ça signifie quelque chose. On peut passer au vif du sujet maintenant. Trêve de bavardage et de détails comme ça. C'était la syntaxe. C'était une petite introduction de syntaxe. À ce niveau-là, vous voyez vraiment que Python est simple. Il n'y a pas beaucoup de syntaxe. Il y a d'autres langages, par exemple C++, j'y pense, où il faut absolument qu'il y ait... donc, je vous avais montré dans le premier tutoriel, mais il fallait des points-virgules à la fin, des guillemets. C'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'en Python, vous voyez que déjà même les fonctions print, imprimer en anglais, c'est assez intuitif. Donc, passons au type de variable. Alors, tout d'abord, pour ceux qui n'aiment pas les déclarations de variables en maths, vous allez adorer Python, mais vous allez haïr tous les autres langages de programmation. Parce qu'en programmation, il faut des déclarations de variables. Dans le sens où, si je veux utiliser la variable x, eh bien, il faut que je la déclare. Je dise x est quoi. Dans d'autres langages de programmation, et là, c'est là que je vais reprendre OnlineJDB parce que ça me permet de faire de la programmation rapide sans rien. Donc, voilà. Donc, si par exemple je joue en C++, et que, bon déjà vous voyez qu'en C++, il faut beaucoup plus de préparation. Je vais essayer d'aller. Bon, par exemple en C++, il faut que si je veux faire fonctionner mon programme, il faut déjà que j'écrive tout ça. Donc ça c'est la beauté de Python. Vous voyez que je pouvais faire fonctionner mon programme avec rien d'autre qu'une seule ligne, alors qu'en C++, eh bien, on voit que voilà, c'est un peu plus compliqué déjà. Deuxièmement, on voit aussi qu'il y a des déclarations de variables à faire, qui sont. Donc une déclaration de variable en C++, il faut donner le type de variable, et ensuite il faut donner le nom de la variable. Alors qu'en Python, il faut juste donner le nom de la variable. Et il ne faut même pas le donner en fait. Parfois on n'en a même pas besoin. Par exemple, en C++, et là je vous donne C++ parce que c'est un des langages les plus, honnêtement, les plus énervants à programmer parce qu'il y a le plus de restrictions. Il y a énormément de syntaxe, alors que Python c'est un langage vraiment simple. Mais en Python, vous n'auriez pas besoin de faire ça. Et c'est ça, et c'est une des raisons pourquoi je vous enseigne ce langage. Tout d'abord, en C++, par exemple, il faut écrire int, donc int qui est un type de données, x égale 1. Et ensuite, vous allez mettre un point virgule. Donc là, ça c'est bonus. C'est pas à prendre. Et si je fais fonctionner, ça, il n'y aura pas d'erreur. Par exemple, par contre, si soudainement je dis string, là, il y aura une erreur. Alors qu'en Python, n'importe quelle variable peut avoir une valeur 1. Et j'ai même pas besoin de dire c'est quel type de variable. Je n'ai pas besoin de dire que c'est un string, je n'ai pas besoin de dire c'est un int. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est pour ça que je disais au début dans l'introduction que les types de variables ne sont pas très importants en Python, mais parce que vous n'avez pas besoin de les déclarer, vous n'avez pas besoin de dire que la variable que vous allez déclarer est un int ou un string. Alors qu'en C++, vous avez besoin. Et c'est pour ça que c'est facile, Python c'est vraiment accessible à tous. Mais je vais quand même vous expliquer chacun des types de variables, parce qu'au cas où un jour vous allez faire de la programmation, et aussi parce que chaque variable a des spécialités, a des choses qui lui sont propres. Par exemple, là on va commencer par la variable la plus simple, les integers, donc ceux que j'utilise depuis tantôt. Qu'est-ce qu'un integer? Alors, tout d'abord, le integer, c'est un nombre entier qui fait partie de l'ensemble des naturels et des entiers, donc des entiers. Oui, un nombre entier. Par exemple, x égale 1 est un integer.
Mais x égale 1.1 n'est pas un integer. Voilà. Ça, x égale 1.1, ça n'est pas un integer. X égale 1 est un integer. Donc on va déjà que... Bon, je vais juste zoomer un peu. Depuis tantôt, j'étais vraiment dézoomé, excusez-moi pour ça. Mais x égale 1 point, c'est un integer. X égale 1, ce n'est pas un integer. Je me suis trompé. Au contraire, x égale 1 est un integer. X égale 1 point n'est pas un integer. X égale 1.1, c'est un float. Mais en Python, ça ne change absolument rien. Vous pouvez écrire x égale 1.1. Vous n'avez pas besoin de tenir en compte que c'est un float. Ça va. Python va comprendre. Et vous pouvez faire des additions. Et donc, les caractéristiques de ces valeurs, c'est que vous pouvez faire des opérations mathématiques avec. Donc, si vous vouliez faire... Oh, d'ailleurs, il faut changer de variable. Il faut x, y, parce que sinon, si x égale 1 d'abord, et ensuite je mets x égale 1.1, si je print la valeur de x, ça va me donner 1.1. Donc, hop, hop. Ici, je vois 1.1. Parce que c'est comme si j'assigne la valeur de x à 1, puis j'assigne la valeur de 1.1 à x. Donc là, la dernière valeur qui va être assignée à x, c'est 1.1. Donc je vous avais dit que ça lit de haut en bas. Mais le truc avec les integers, donc là je vais changer ça pour un... Voici un float, donc les noms des variables. Voici un float. Donc ça, ce serait un float, et ça, ce serait un int. Oui, les noms des variables peuvent être assez originales. Voici un int. Donc ça, c'est un int, ça, c'est un float. Et la particularité de ces valeurs, c'est que je peux les additionner. Donc je peux faire ça, plus, voici un int, et je peux définir une autre variable qui est valeur bizarre, égale ça. Alors qu'est-ce qui va se passer si j'imprime, donc je print valeur bizarre, eh bien on va voir que ça va m'obtenir 2 points. Donc ça va automatiquement me convertir le int en un float. Alors que... Et là, je reprends l'exemple fétiche de C++ parce que C++ c'est un langage absolument énervant. Int x. Bon, si je dis int x égale 1.1, ça fonctionne, ce qui est assez intéressant. Mais si je fais print x, non, je vais dire en C++, ce n'est pas print, c'est cout x. Vous allez voir, ça imprime 1, même si j'ai déclaré 1.1. Pourquoi? Parce que un int est une valeur entière. Donc en C++, il n'y a pas de valeur décimale. Et donc si j'imprime la valeur de x, ça me donne 1. Parce que ça l'arrondit à l'entier le plus proche. Et c'est pour ça que Python est un langage supérieur. Voilà. Ensuite, prochain type. Donc je vais juste voir. Donc j'aimerais juste préciser que vous pouvez faire plein d'opérations. Vous pouvez faire des divisions. Donc si je veux, je peux faire une division. Donc avec ce signe, le signe de division. Vous pouvez faire des multiplications, donc avec ce signe, le signe d'étoile, donc c'est une multiplication, donc un point encore. Ensuite, oui, donc en passant ça, ce qui est constamment imprimé au début, c'est les 3 choses que j'ai mis ici, donc je vais les enlever, je vais les mettre en commentaire, comme ça ne va pas les imprimer à chaque fois. Mais... Donc voilà, là je fais une multiplication, et je peux faire aussi genre, une soustraction. Donc une soustraction. Donc 1, 0.1, 0, 0, 0. Donc, bien sûr, voici un honte, 1.1 moins 1, ça donne 0.1. Ensuite, je peux aussi faire donc, des opérations modulaires. Donc, j'espère qu'il y en aura qui vont comprendre. Une opération modulaire, ici, donc si je fais la valeur d'un float 1.1, le modulo de 1, combien de fois est-ce que 1 rentre dans 1? 1.1 modulo 1. Donc, pour ceux qui vont comprendre, amusez-vous. Bon, en fait, je vais vous expliquer. Donc, une opération modulaire, par exemple, si je vais donner des valeurs plus conventionnelles. Par exemple, ici, je vous donne une valeur de 5.0, parce que si on parle d'un float, même si ça ne change rien, je pourrais mettre 5, mais bon, je vais mettre 5.0 par convention, et 2. Si je fais 5.0 divisé par 2, ça va me donner 2.5. Mais si je fais 5.0 modulo 2, ça va me donner 1. Pourquoi? Et là, je vais sortir notre logiciel favori. Donc, lorsqu'on fait des divisions habituellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc là, ça va être horrible l'écriture, excusez-moi pour ça. Mais lorsqu'on fait 5 divisé par 2,
qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de trouver le nombre de fois que 2 rentre dans la valeur de 5. N'est-ce pas? L'opération modulaire, donc ça me donne 2,5. L'opération modulaire, waouh, les pixels. Ok, l'opération modulaire, ce que ça fait, lorsque je fais 5 modulaire, ici, modulo 2, ça me donne le nombre de fois, donc je soustrais le nombre de fois que 2 rentre dans 5. Donc, lorsqu'on faisait une division, on fait d'abord une division conventionnelle. 5 par 2, comme on l'a pris en primaire. Combien de fois est-ce que 2 rentre dans 5? 2 fois. Et ensuite, je soustrais 4, ça me donne 1. Et le restant ici, c'est le résultat de cette opération, ce qui me donne 1. Donc 5 modulo 2, c'est en fait juste le restant de la division. Donc par exemple, si je fais 5 modulo 2 en Python, ça va me donner 1.0, comme on l'avait trouvé. Les opérations modulaires sont utiles, mais dans des contextes assez spécifiques. Je ne vais pas vous en parler plus, mais ça c'était la petite minute mathématique pour ceux qui sont intéressés là-dedans. Passons aux autres types de valeurs. Donc nous avons aussi les strings. Les strings qui sont, je vous avais mentionné, donc une suite de lettres. Par exemple, ou d'abord je vais parler des cars, les caractères. Donc un string c'est une suite de lettres comme ça. Par exemple, ça c'est un string. Voilà une suite de lettres. Alors que un caractère, donc un caractère qui serait plutôt une lettre. Et pour ceux qui sont plus perspicaces, vous voyez immédiatement la différence. Ici, on utilise des guillemets simples, et ici, on utilise des guillemets doubles. Donc, c'est pour ça que c'est la même raison pour laquelle, au début, quand j'avais fait print hello world avec des guillemets simples, ça n'avait pas fonctionné. Parce que hello world, en tant que tel, utilise des guillemets doubles. Bon, ici, Visual Studio Code, il comprend mon erreur, mais on voit qu'il me recommande de faire autrement. Mais, je vous conseille par convention de guillemets doubles, string, guillemets simples pour les cars. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi des guillemets simples, c'est en fait des apostrophes. Donc oui, les guillemets simples sont des apostrophes, mais je dis guillemets simples parce que... Enfin. Et aussi, n'utilisez pas des guillemets français parce que ça ne va pas fonctionner. C'est des guillemets anglais, malheureusement. Ensuite, donc, voici un deuxième string. Donc les propriétés des strings. Ah, c'est intéressant. Les strings peuvent s'additionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut additionner aussi les caractères, donc les cars avec les strings, mais les strings avec des strings. Par exemple, disons troisième string. Je déclare un troisième string. Je vais déclarer un troisième string sans l'accent. Troisième string. Et je peux faire que c'est la somme de voici un string, ici, voici un deuxième string, plus voici un string, ici. Et là, bon, je vous recommande de penser à ce que ça peut faire, mais en gros, ça fait juste additionner, donc c'est comme si on collait les deux valeurs des strings ensemble. Donc ça me donne, donc si je print le troisième string, et aussi la raison pourquoi j'aime bien Visual Studio, c'est que ça me donne plein d'informations. Ça a l'air assez compliqué pour l'instant, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez programmer, vous allez comprendre ce qui se passe. D'ailleurs ça va être l'objet d'un cours plus tard. Donc, ouais, vous inquiétez pas. Ensuite, donc, si je print le troisième string, et on voit aussi ici que je n'ai pas besoin de guillemets, parce que c'est une variable. Une variable n'a pas besoin de guillemets, mais le contenu de la variable, si c'est un string, a besoin de guillemets. C'est important. Donc, si j'imprime cette valeur, on voit il y a Hello World qui est imprimé parce que j'ai oublié de mettre ça en commentaire. Et on voit aussi donc qu'il y a 1.0 parce que j'avais imprimé 1.0, mais on voit aussi, voilà une suite de lettres. Donc une addition de string, ce que ça fait, c'est que ça a pris cette valeur, ça l'a mis ici. Ça a pris cette deuxième valeur, ça l'a mis ici, et ensemble, ça les a additionnés. Et on voit que ça n'a pas mis d'espace parce qu'il n'y avait pas d'espace ici. Mais si je voulais un espace entre voilà et voilà une suite de lettres, je peux ajouter un espace comme ça, ou je peux ajouter un espace comme ça. Donc oui, un espace est techniquement un string, techniquement un caractère. Vous pensez ça comme vous voulez, mais ça va additionner ensemble et ça va donner voilà avec un espace.
De même, je peux additionner un caractère. Ceci est un car, je peux l'additionner. Et, bam, voilà, C. Qu'y a-t-il d'autre? Des boules. Oui, des boules. En programmation, on a ce qu'on appelle des bools. Parce que si on y pense, en binaire, techniquement tout ça, tout ce qu'on écrit en ce moment, c'est traduit en binaire. Et au niveau binaire, donc avec des 1 et des 0. Et au niveau binaire, les 1 et les 0, le 0 ça représente faux et le 1 ça représente vrai. Et en Python, ça se traduit par des bools. Donc les booleans sont des valeurs qui peuvent juste avoir, sont des variables qui ont simplement deux valeurs. Elles peuvent soit avoir une valeur vraie ou soit avoir une valeur faux. Ou en anglais, true, false. Par exemple, voici un boolean que j'ai ici. Voici un boolean. Cette valeur, ce boolean a une valeur true. Alors que, de l'autre côté, voici un boolean, un autre boolean, parce que je ne veux pas avoir la même valeur. Je ne veux pas avoir le même nom parce que sinon ça va, comme vous allez voir, ça va remplacer la valeur égale false. Donc, voici un boolean égale true, voici un autre boolean égale false. Et ça, ce sont les deux seules valeurs que peut prendre un boolean. Bon, en Python, ça ne change rien. Je vous rappelle que vous pouvez déclarer n'importe quel nom de variable avec n'importe quel type de variable. Python va automatiquement associer. Mais par exemple, encore une fois, C++, si j'allais en C++ et je déclarais un boolean ici, et je mettais une valeur de string, donc true, ça va... Oh, c'est très intéressant, ça va me donner vrai. 1 étant vrai, 1 étant une valeur de vrai. Mais si je mettais ici false, ça va imprimer la valeur de 0. Parce qu'au niveau binaire, 0 est faux, 1 est vrai. Mais en Python, c'est beaucoup mieux parce que si j'imprime la valeur d'un boolean, donc on se rappelle, voici un boolean, on se rappelle quand C++, quand j'ai imprimé la valeur du boolean, donc en C++, quand j'ai imprimé la valeur false, ça m'a donné un chiffre, 0. Mais en Python, quand j'imprime la valeur, bon, ici je vais imprimer la valeur true, donc ça me donnerait 1 en C++, mais ça me donne plutôt true directement. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible parce que c'est plus interactif et syntaxiquement c'est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin de penser 1 c'est true, 0 c'est false et ça rend le tout beaucoup plus simple. Donc ça c'était tout pour les booleans. Donc ça ce sont juste des types de variables et je vous rappelle qu'en Python, n'importe quel nom de variable peut prendre un type de variable. Et c'est juste qu'il faut savoir les différencier parce que chaque variable a des caractéristiques, a des propriétés, mais en soi, on voit que c'est assez, spécifique. De même, il y a d'autres types de variables qui sont plus intrigantes. On a parlé donc des variables simples, mais pourquoi pas parler de variables qui peuvent prendre d'autres variables? Qu'est-ce que je veux dire par là? Une liste. Donc si vous voulez combiner toutes ces variables, et vous voulez faire en sorte que ça devienne une suite de variables, on peut utiliser ce qu'on appelle une liste. Donc pour déclarer une liste, on écrit donc un nom de liste, par exemple voici une liste, et ensuite on déclare ce qu'il y a dans la liste. Par exemple, ici je peux déclarer plusieurs choses avec des parenthèses carrées. Donc je mets des parenthèses carrées, et ce que je peux mettre une suite séparée de virgules, et il y aura plusieurs éléments. Par exemple, je peux mettre un boolean, true, suivi de, donc une virgule, suivi d'un string, donc un string par exemple, salut. Et ensuite, je peux mettre ça avec une suivi d'une variable que j'avais déclarée plutôt par exemple, voici un int. Je vais mettre voici un int. Donc on peut mettre voici un int. Et on peut suivre ça de quelque chose d'autre. Par exemple, je peux mettre un float, 1.1. Je peux ajouter donc un caractère. Et ça peut aller jusqu'à l'infini. Et une autre caractéristique, on peut mettre d'autres listes dans des listes. On peut faire des listceptions. Bon, on appelle ça des matrices, et c'est comme les matrices en maths. Donc, par exemple, je peux mettre d'autres strings, d'autres choses. D'autres strings. Je peux mettre un quart, je peux mettre une autre liste. On peut y aller jusqu'à l'infini. Donc, vous voyez que c'est... Et n'oubliez pas de séparer ça par des virgules. Donc, on voit que c'est illimité les listes. Mais alors, comment est-ce qu'on imprime les valeurs dans des listes? Parce que c'est bien de pouvoir les mettre, mais après, il faut pouvoir les reprendre.
Donc, si par exemple, et c'est là où je veux que vous portiez un peu d'attention, les listes ont une caractéristique qu'on appelle des index. Donc c'est comme dans une bibliothèque, donc ceci est comme une bibliothèque avec plein d'éléments dedans. Et là, pour accéder au premier élément, on demande à la liste, j'aimerais le premier élément. Donc on fait, pour appeler, on fait voici une liste. Donc on appelle le nom de la liste. Donc le nom de la liste étant voici une liste. Mais si je veux le premier élément de cette même liste, je mets l'index 0. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. C'est que Python commence à indexer à 0. Dans le sens où si j'avais cette liste ici, si j'ai une liste ici, donc par exemple, je peux prendre un screenshot de ça et je vais vous expliquer plus tôt. Oui. Donc, imaginez j'ai cette liste. Cet élément-là, c'est l'élément 0. Cet élément-là, c'est l'élément 1. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. C'est qu'au lieu de commencer par élément 1, on commence par élément 0. 1, donc l'élément à la troisième position est techniquement à l'index 2. L'élément à la quatrième position est à l'index 3. C'est ça qui est un peu bizarre, mais c'est beaucoup plus... c'est au niveau de l'ordinateur, donc c'est beaucoup plus... c'est au niveau de comment c'est encrypté, 0 et 1. Le premier élément est 0, le deuxième élément est 1, et ainsi de suite. Et là, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est le quatrième élément. Ça, c'est le cinquième élément. Mais attention, c'est le cinquième élément de la liste complète. Donc c'est le cinquième élément, mais c'est aussi le zérotième élément. C'est aussi le zérotième élément de la liste. Ça fait partie du cinquième. Donc ça fait tout ça, c'est le cinquième élément. Mais dans le cinquième élément, il y a aussi un zérotième élément. Dans le cinquième élément, il y a aussi un premier élément. Dans le cinquième élément, il y a aussi, et là c'est bizarre, un deuxième élément qui est une liste. Donc pour accéder à l'élément qui est dans cette liste, qui est dans une liste, il faut encore qu'on mette 0. Donc l'élément 1 ici que vous voyez, c'est le zérotième élément de l'élément 2 de la liste ici à l'élément position 5. Et c'est là où ça devient vraiment bizarre lorsqu'on appelle. Mais alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que lorsqu'on imprime des listes, lorsqu'on imprime des éléments, si j'imprime l'élément 0, on se rappelle, l'élément 0, c'est true. Donc si je fais juste print cette valeur, on voit que j'accède à l'élément true. Okay, je vais juste mettre tout le reste de mon code ici. Je vais enlever tous les prints pour éviter de vous mélanger. Mais voilà. Donc, tous les éléments que j'ai imprimés jusqu'à maintenant, et je pense que j'ai oublié, non. Tous les éléments ici, true, c'est le premier élément à l'index 0. Salut est l'élément 1, élément 2, donc le deuxième élément à l'index 1. Donc si j'imprime, ça me donne salut, en imprimant le premier. Et après, pour imprimer par exemple, je peux mettre d'autres strings. Je vais imprimer donc le 0, 1, 2, 3, 4, 5e élément, 5. Mais puisque c'est une autre liste, je vais imprimer le 0e élément du 5e élément de la liste. Voici une liste. J'espère que je ne vous aurai pas perdu, mais si on print ça, ça donne, je peux mettre d'autres strings. Et là, le défi à la fin, imprimer l'élément 1 ici. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je peux imprimer donc, si on y pense, l'élément 1 se trouve dans le 5e élément, donc la liste ici, le 5e élément, c'est le 3e élément, donc à l'index 2, et j'imprime ensuite le 0e élément de l'index 2, de l'index 5, et ça me donne 1. Ouais, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Et si vous voulez voir l'entièreté des éléments dans la liste, vous faites juste comme toute autre variable, vous imprimez voici une liste, donc le nom de la variable, et vous pouvez voir tous les éléments de la liste. Ce qui est superbe. Parce que dans d'autres langages de programmation, ça n'est pas possible. Alors profitez bien de Python. Sinon, je vais vous apprendre autre chose. Si vous voulez imprimer donc une suite d'éléments,
Par exemple, je vais imprimer tous les éléments de l'index 0 jusqu'à l'index 4. Comment est-ce que je fais? Ça, c'est un peu plus avancé, c'est ce qu'on appelle les list slicing. Et ça, c'est beaucoup plus avancé, mais je vous donne ça à bonus parce que je suis sûr qu'après 29 minutes, vous êtes toujours ici. Donc, si vous êtes toujours ici après 29 minutes, bravo. Hein. Donc, voici une liste. Tout d'abord, il y a 0, 2 points, et là, je peux mettre jusqu'à n'importe quel. Donc, c'est 2 puis 0, 2 points, jusqu'à l'élément 4. Exclu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je print tous les éléments 0, 1, 2, 3 et j'exclus l'élément 4. Donc j'imprimerai 0, 1, 2, 3 sans imprimer la valeur de C. On va voir ce que ça me donne. 0, 1, 2, 3. Donc on voit que j'ai bel et bien imprimé seulement les 4 premières valeurs. J'ai exclu la valeur à l'index 4, donc la valeur à C. Donc si on se rappelle, la valeur de C était à l'index 4 et elle a été exclue. Donc on a imprimé tous ces chiffres sauf 4. Voici list slicing. Donc, et maintenant, je vais juste finir parce que là on a appris tous les data types qui sont importants. Donc int, float, qui sont techniquement la même chose en Python, tant que ce sont des chiffres, ça va. Et j'ai oublié de vous dire, les int peuvent être des nombres négatifs. Hein. -2, ça fonctionne. -2, donc c'est juste un tiret 2, ça fonctionne aussi. Mais sinon, au niveau de qu'on a pris les ints, les strings, donc int, float, les strings, les caractères et les strings qui sont assez similaires, en fait, ils ont les mêmes propriétés en Python. Donc en fait, on a juste appris les chiffres, les lettres. Int, float, string, chars. Et on a appris les suites, donc les listes. Et les booleans, donc les true, false. Mais, si on y pense, et là c'est beaucoup plus complexe, mais si on y pense, qu'est-ce qu'un string? C'est une liste de caractères. Donc fondamentalement, un string est une liste. Et c'est ça qui est assez intéressant. Parce que ça veut dire qu'avec un string, on peut faire des choses qu'on pourrait faire avec des listes. Notamment, appeler une lettre à la fois. Ok, je pense que je divague, je vais vous donner un exemple. Voilà la suite de caractères, un string. Disons que je vais imprimer... Attendez, je vais juste mettre ça en commentaire. Donc disons que je vais imprimer, voici une suite de lettres. Je fais juste print un string, comme on l'avait appris plus tôt. Et là, voici une suite de lettres. Ah, je vais juste mettre ceci en commentaire. Donc j'ajoute un petit hashtag. Donc ici, on voit, voici une suite de lettres, ça apparaît ici. Maintenant, si je veux imprimer une suite de lettres, je vais imprimer donc une lettre dans ce string. Eh bien, je peux faire comme pour une suite. Par exemple, et là, je vais vous reprendre un screenshot et je vais vous dessiner un petit dessin. On a ce string. Le V est à l'index 0. Le O est à l'index, c'est petit, 1. Le I est à l'index 2. Le L est à l'index 3. Le A, accent grave, est à l'index 4. L'espace, très important, est à l'index 5. 6, 7, etc., etc., etc. Donc, si je procède ainsi, si je voulais imprimer par exemple la lettre A, accent grave, je verrais que ce serait l'index 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc le cinquième élément, 4e index. Donc même syntaxe que pour une liste. Un string, parenthèse carré, je mets l'index du string, donc 4. Si je réussis, j'imprime et ça donne simplement la lettre A apostrophe. Donc on voit que le string et la liste sont fondamentalement la même chose. C'est juste que un on utilise des parenthèses carrées, l'autre on utilise des guillemets anglais doubles. De même, je peux imprimer l'espace. Je vais vous montrer à quel point l'espace est important en Python. Donc vous voyez que ça a imprimé un espace, non rien. Et sinon, c'est tout. Ah oui, c'est tout. C'est incroyable. On peut aussi imprimer donc une suite. Donc je vais imprimer voilà par exemple. Bon, j'imprime de 0 jusqu'à l'espace exclu.
Donc l'espace est à l'index 5, j'exclus l'espace, ça va imprimer, donc voilà. Pas si pire, n'est-ce pas? Si je vais imprimer tous les éléments, si je vais imprimer tous les éléments de solution, soit je compte 1, 2, 3, 4, 5, et j'arrive au dernier élément et je me dis, ok, il y a autant d'éléments dans la liste, je vais imprimer de 0 jusqu'à autant d'éléments. Ou, il y a ce petit trick, bon, je vous l'enseigne, on l'utilise parfois, on utilise -1, donc de 0 jusqu'à -1. Qu'est-ce que ça fait? Ça imprime tout. Voici une suite de lettres, ça imprime tout, sauf le dernier élément. Parce que -1 pointe l'élément à l'index -1, donc le dernier élément. Donc c'est pour ça que l'élément à l'index -1 est exclu. C'était juste un petit bonus. Ensuite, dernière chose, oui. Le problème est que j'ai dit qu'on peut additionner les floats et les ints ensemble. J'ai dit qu'on peut additionner les strings et les strings et les cars ensemble. Mais si on va additionner, par exemple, si j'ai un string, le string, je transforme ce string en une suite de nombres. 32, 42. Et que j'ai ce string, 42. Je pourrais essayer. Et le truc avec Python, c'est que s'il reconnaît que le string... Oui, si le string, c'était une suite de lettres, et que j'avais une valeur, et que j'avais une valeur, ici, de 5, de 4 par exemple. Ça, c'est pas un nom valide, excusez-moi. Une valeur. Donc, 4 plus ça. Donc, si je faisais une valeur plus un string réponse, donc la réponse, et j'imprimais la réponse, donc print réponse, si j'essayais ça, je vois que ça me donne une erreur. Pourquoi? Parce qu'une valeur est un int, un string est un string. On ne peut pas additionner ces deux ensemble, et ça me donne une erreur. Et vous allez en voir beaucoup des erreurs, alors soyez habitués, je vous le promets. Alors, une valeur, 4, string, ça ne s'additionne pas. Mais Python est extrêmement intelligent. Si dans le string, vous mettez des nombres, 543, là j'imprime, ça me donne une erreur, excusez-moi. Mais, ça me donne une erreur. Par contre, vous pouvez convertir un string en un int avant d'additionner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un string, cette valeur d'un string, je peux la mettre à jour. Donc pour mettre à jour une valeur, on fait juste réécrire son nom, mais on fait l'opération qu'on voudrait à droite. Donc à droite, je ferais par exemple 543. Et si je voulais par exemple que la valeur d'un string change à quelque chose d'autre, je pourrais faire une addition ici et faire une autre opération avec une lettre. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de convertir ce string, en un int. Et bien, Python nous donne une fonction qui s'appelle int. Et ensuite, on met en parenthèse la valeur du string qu'on veut changer, 543, et on peut run. Et là, ça va faire en sorte que ça me donne 547. Pourquoi? Parce que le string 543 va prendre la valeur. Donc ici, c'est comme si je donnais 543 directement sans les guillemets. Donc, la valeur de int ici. Et c'est là où je voulais aussi vous dire, vous pouvez aussi écrire directement la valeur un string. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ce qu'il y a à droite, vous pouvez écrire ce qu'il y a à gauche, le nom. Donc, techniquement, un string devient le int du un string qui était un string au début. Je me répète. Ici, 543 avait la forme d'un string. Ici, il a encore la forme d'un string. Mais je le transforme en un int et je lui attribue à ça le nom de la variable, le même nom qui était là. Et donc, ce qui était dans cette variable va devenir un int. Et ça me donne encore 547. Tout ça pour vous dire que vous pouvez transformer d'un string en un int. Et vous pouvez aussi faire l'opération inverse. Je sais, c'est fou. Non mais c'est vraiment fou. Par exemple, réponse, je voulais transformer ça en un string. String, str, réponse. Et je mets à jour la valeur de réponse pour que ça prenne la valeur de string de réponse. Et ça va vous donner... Ça ne devrait rien changer.
parce que fondamentalement, vous allez encore voir 547. Mais le type de la variable va changer. Et c'est là où je vais vous introduire, je vais vous introduire ça plus tard, mais vous pouvez voir que je peux maintenant additionner à réponse, je peux additionner une valeur d'un string, un autre string, alors que ici, fondamentalement, réponse était un int, parce que j'ai additionné un int avec un autre int. Et ici, maintenant, bon, réponse, ici, jusqu'ici, jusqu'à la ligne 48, réponse était un int. Ici, je vois que réponse est imprimée et c'était un int. Par contre, ici, en mettant la valeur de ce nombre entier dans string, la valeur des réponses devient un string. Et cette valeur peut être additionnée à d'autres strings parce qu'on a vu plus tôt que les strings pouvaient s'additionner. Par exemple, quand ici j'ai fait l'addition d'un string avec un quart. Donc on voit que les strings peuvent s'additionner pour coller ensemble les valeurs. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Réponse égale réponse plus un autre string. Si j'imprime ensuite la valeur de réponse, ça va me donner 547, un autre string. Parce que 547, c'était la valeur du int qui était là, qui s'est transformé en string, qui s'est ensuite additionné à ce string pour donner la nouvelle valeur de réponse. C'est fou. Et puis bon, si après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à reconnaître, et vous savez vraiment pas comment reconnaître un string d'un int, même après mon cours de 40 minutes jusqu'à maintenant, vous pouvez utiliser une fonction qui est déjà inclue dans Python, la fonction type. La fonction type vous retourne en fait le type de la valeur. Par exemple, la variable. Par exemple, si je cherchais le type de la valeur réponse, je pourrais faire type réponse. Et ça va me donner... Oups, j'ai oublié de print. Excusez-moi. Donc, print type réponse. Et ça va me donner class string. Ça veut dire que réponse est un string. Et on peut vérifier ce que j'avais dit plus tôt avec cette même fonction, juste avant qu'on transforme réponse en un string. On peut voir ici ce que ça donnait. Donc, on voit que ici, réponse était de classe int. J'ai ensuite imprimé la valeur de réponse. Et ensuite, c'est devenu une valeur string. Donc, on voit qu'on a bel et bien passé d'une valeur int à une valeur string. Et ce, avec deux fonctions que Python nous donne. Sur ce, j'arrive pas à croire que c'est vraiment fini et que j'ai parlé pendant 40 minutes. Mais c'était tout pour ce premier tutoriel. Donc, je vous donne un petit exercice à la fin. Les exercices, en fait, sont des... Non, c'est ça. Les exercices, en fait, me permettent de voir si vous avez bien compris la vidéo. Et ça vous force aussi, lorsque vous allez me remettre l'exercice, à vous poser des questions, à vous dire, est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit pendant 42 minutes ou est-ce que ça m'a complètement échappé et j'ai rien compris. Ça se peut. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir si vous avez compris par l'intermédiaire de ces exercices. Donc, je vais vous apprendre une dernière fonction qui va être utile dans les exercices, qu'on appelle input. Jusqu'à maintenant, on a print des choses. Mais qu'est-ce que... Donc, on a donné au programme des choses et le programme a imprimé ces valeurs dans le terminal. Pourquoi pas l'utilisateur même donne des choses au programme, retourne la faveur. Par exemple, ici, donc je print le type de la réponse, mais je peux aussi recevoir des réponses avec la fonction input. Input est une fonction qui, donc dans le command prompt, dans le terminal ici, ça va demander des choses. Par exemple, je peux écrire ma question. Je peux écrire une question ici. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Et ensuite, si je print, donc je vais juste mettre tout ce qu'il y avait avant en commentaire, sauf ça. Donc, quel est votre nom? Ici, vous voyez que ça me donne un petit espace pour répondre. Je peux aussi répondre Shin Lee. Et ensuite, je peux prendre cette valeur. Donc, pour l'instant, ça n'a rien fait. C'est normal. J'ai juste demandé un input. Mais le input, je peux lui donner une valeur. Je peux faire le nom de la personne. Nom de l'utilisateur, par exemple. Nom de l'utilisateur égale input. Et là, si je refais, ça va donner Shin Lee. Oups, excusez-moi. Je dois répondre ici. Shin Lee. Ça va me donner
Donc maintenant, nom de l'utilisateur aura pris la valeur de Shinley. Donc si plus tard ici je viens print nom de l'utilisateur ici, donc je input et je print. Par exemple, Shinley, je prends ça, je l'input. Ici, ça va le sortir Shinley. C'est juste une bonne fonction, comme ça vous pouvez interagir avec le programme que vous écrivez. Si je peux vous donner d'autres questions, je peux demander autre chose. Je peux dire quel est votre bonjour. Je peux juste dire bonjour en fait. Parce que le input en fait fait juste prendre une valeur. Donc, après je peux répondre n'importe quoi. Ça va me reprint ici n'importe ce que j'ai dit. Donc n'importe quoi. Ça c'est une bonne fonction. Et ça vous permet de faire le petit exercice que je vous propose maintenant. Alors le petit exercice, c'est celui-ci. Voilà. Donc vous pouvez me l'envoyer par email ou par les réseaux sociaux, vous m'envoyez une capture d'écran ou vous me montrez ça à l'école si vous avez votre ordinateur à l'école et je peux vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas parce que en 45 minutes, vous pouvez sentir que vous avez compris, mais ensuite quand vous essayez de faire ça, vous n'avez rien compris. Donc le petit exercice, c'est de demander à l'utilisateur, donc vous-même, de rentrer un message. Donc comme on l'avait fait ici, donc on avait rentré un message ici. Donc vous pouvez, quel est votre message ici? Quel est votre message? Voilà, comme ça. Quel est votre message? Et ensuite, voilà. Le but. Donc à la fin, je veux que vous ajoutiez à ce même string, donc la réponse, je veux que vous la retourniez, mais que vous la retourniez pas seulement comme ça. Print nom de l'utilisateur. C'est trop simple. Je veux que vous retourniez avec un autre string que vous avez attaché après, donc que vous avez ajouté. Donc c'est avec l'addition des strings. Un autre petit exercice pour vous aider. Donc ça c'est exercice 1. Exercice 2. Je veux que vous demandiez à l'utilisateur une température en Celsius. Et que, après, vous la transformiez en Kelvin ou en Fahrenheit et que vous la réimprimiez. Donc, vous demanderiez ici quelle est la température et ensuite vous créez des lignes de code. Donc, vous modifierez avec des opérations mathématiques la valeur qu'on vous donne, vous la retournez en Kelvin ou en Fahrenheit, c'est comme vous voulez. Il y en a un qui est plus facile. Fahrenheit, je pense qu'il faut faire des multiplications et des divisions. Et là, il faut faire attention aux priorités des opérations qui sont aussi appliquées en Python. Sur ce, c'était tout. Donc, je vous laisse sur l'exercice ici. Je vous laisse sur ça. 46 minutes de vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai été une certaine aide et que après ça, vous voyez que toutes les lignes de code que j'écris en fait, ça n'a rien d'aussi épeurant. La programmation, c'est vraiment accessible et ça commence comme ça. Sur ce, c'était tout pour cette première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. C'était une petite vidéo, petite 47 minutes, mais je ne vais pas m'attarder. Merci beaucoup.